Hello tout le monde, moi c'est Modeste Achiongbo et je suis là aujourd'hui pour ce workshop de découverte des signaux co-organisé avec GDG Paris et Groupe Développeur Groupe de façon générale. Donc du coup, je vais commencer par une petite présentation. Moi c'est Modeste Achiongbo, je suis développeur web JavaScript senior et créateur de contenu. Je suis passionné par tout ce qui est JavaScript, tout ce qui tourne autour du JavaScript, de Angular et de Node.js. Donc à côté de cela, j'ai une petite chaîne YouTube où je partage mes connaissances de façon générale dans le domaine du développement web avec le monde. Donc l'idée, c'est que je suis parti d'une idée que j'ai remarqué qu'il y a moins de contenu en français autour de la tech, surtout lorsqu'il s'agit de JavaScript, d'Angular, de Node.js, tout ça. Donc il y a peu de contenu de qualité sur le net à propos de ces technologies. Donc l'idée, c'est que j'ai créé une chaîne pour pouvoir partager mes connaissances et proposer du contenu en français, mais de qualité sur ces différentes technologies. Donc si vous voulez approfondir vos connaissances, que ce soit en JavaScript ou en Angular de façon générale, n'hésitez pas à faire un tour sur cette chaîne. Et puis je publie chaque jeudi des vidéos sur ces technologies. Donc si nous revenons rapidement au workshop d'aujourd'hui, donc l'idée de ce workshop, c'est de vous familiariser à l'utilisation de l'API des signaux. Donc c'est une nouvelle API qui a été introduite dans Angular depuis la version 16, mais qui n'était pas vraiment stable jusque-là. Mais cela a été rendu stable avec la version 17 du framework. Et le but de cette API, c'est justement de faciliter la programmation réactive. Parce que ceux qui sont habitués à l'utilisation d'Angular, vous savez que ce qui fait peur à beaucoup de personnes, ou la partie la plus compliquée d'Angular, c'est de maîtriser RxJS et de l'utiliser de façon simple. Donc du coup, pour certaines, même pour des petites tâches, c'est des fois compliqué de les réaliser si vous maîtrisez pas les opérateurs, comment bien les utiliser. Donc dans ce souci, l'équipe Angular a ajouté récemment une API pour faciliter la programmation réactive et pour réaliser facilement certaines tâches, sans passer forcément par l'utilisation de RxJS. Donc l'objectif de ce workshop, c'est de faire découvrir d'abord cette API et de passer par une petite pratique pour vous donner la main sur l'utilisation des signaux, de sorte que vous deveniez vous-même autonome sur l'utilisation des signaux et que vous commencez par l'utiliser dans vos projets existants. Donc concernant l'agenda, donc on fera la découverte rapide des signaux, donc ça va prendre maximum 10 minutes parce que vous verrez que c'est une API qui est très simple à utiliser. Ensuite, nous ferons une petite pratique où nous aurons une interface qui va simuler une page de e-commerce, une interface de e-commerce où on aura à ajouter certains produits, à les supprimer en utilisant et à faire des filtres en utilisant l'API à des signaux. Donc à la fin, on fera la partie QA où vous pouvez poser des questions ou faire un peu de networking. Donc voilà de façon générale ce que nous aurons à faire. Donc du coup, pour commencer, il y a une page qui est dédiée qui a été créée, qui est dédiée au workshop d'aujourd'hui. Donc je vous donne le lien pour que vous puissiez l'utiliser. Ok, donc du coup, sur cette page, vous pouvez retrouver tout ce qu'on aura à faire aujourd'hui. Donc si je reprends ce qui a été déjà publié sur la page officielle de GDG Paris, j'ai repris un peu l'intitulé du workshop. Donc concernant le niveau, c'est un workshop qui est destiné à tout le monde. Il suffit de savoir comment créer un composant et comment échanger des données entre les composants pour pouvoir participer à ce workshop. Donc concernant les acquis, donc à la fin de ce workshop, vous aurez tous les éléments pour pouvoir créer vos applications en utilisant les signaux. Et concernant la structure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons la découverte, la pratique et puis nous passerons à la partie QA. Donc j'avais également fourni des éléments pour que vous puissiez mettre en place l'environnement de test par vous-même. Donc du coup, si vous ne l'avez pas fait, donc vous pouvez vous servir du lien que j'ai partagé tout à l'heure, retrouver ceci et le faire. Donc vous clonez le projet et vous lancez votre application Angular. Donc vous pouvez faire ça pendant que je fais la présentation pour gagner du temps. Donc l'idée, c'est de permettre à d'autres personnes de mettre la main dans la pâte pour la partie test ou pratique. Donc ce que j'aimerais aussi faire pour que la session soit pratique, si certains dans l'audience le souhaitent, vous pouvez mettre votre nom si vous souhaitez participer. Comme ça, l'idée, c'est qu'à la fin,
on vous donnera la main pour faire une partie de l'implémentation que nous ferons au lieu de me laisser seul le faire. Donc si quelqu'un dans l'audience veut quand même mettre la main à la pâte, pas de souci, vous pouvez me donner juste le nom dans le chat et après, lorsqu'on va rentrer dans la partie pratique, on peut vous donner la main. On va essayer de faire une implémentation en mode pair programme. Donc, si je reviens maintenant à ce pourquoi nous sommes là. Donc, l'API des signaux, comme je le disais, donc elle a été introduite pour faciliter la programmation réactive. Donc, lorsque vous vous approchez des signaux, le mental modèle que vous devez avoir, c'est que les signaux, il faut supposer juste qu'un signal est considéré comme une boîte. Donc c'est une boîte qui peut contenir une certaine valeur. Et à l'initialisation de cette boîte, à la création de cette boîte doit toujours avoir une valeur donnée. Donc c'est la valeur qui permet d'initialiser le signal. Donc ici, nous avons un code d'initialisation d'un signal. Donc là, on est en train de créer un signal de nombre qui contient une certaine valeur. Et la deuxième chose que l'API fournit, c'est que pour pouvoir lire la donnée de ce signal, il faut ouvrir la boîte pour pouvoir voir son contenu. Donc c'est de cette façon qu'on lit son contenu. Et cela s'appelle le getter. Donc pour faire appel à un getter, il suffit de donner le nom de la variable représentant le signal et de mettre des parenthèses de cette façon, comme si on faisait appel à une fonction pour pouvoir voir le contenu. Donc là, nous avons créé un signal en lui donnant une valeur 0, et là, nous avons ouvert la boîte pour voir son contenu. Donc voilà pour la création. Donc ici, nous avons l'exemple de tout à l'heure qui est repris là, et nous avons un second exemple ici, qui se base sur l'initialisation, mais cette fois à partir d'une interface ou d'un objet qui est de type user ici. Donc on voit ici qu'on appelle le constructeur de signal en lui passant l'objet qui sera la valeur initiale de notre boîte. Donc pour la lecture, plus tard, il suffit de faire appel au getter et nous avons la valeur. Donc dans le cas de signal contenant les informations sur l'utilisateur, on voit ici que pour récupérer la valeur, on fait d'abord user. Donc ceci va nous donner accès à tout cet objet. Et après, nous pouvons accéder aux attributs que nous voulons sur l'objet. Donc si on exécute ce code, cela va nous donner accès à quelque chose comme ça. Donc on récupère le getter, donc on accède à l'attribut firstName, on le concatène ensuite avec l'attribut lastName et on a notre valeur ici. La deuxième chose, c'est la mise à jour des valeurs. Donc lorsqu'on utilise généralement une variable, il faut mettre à jour la valeur. Donc il y a deux façons de mettre à jour cette valeur. Donc soit vous décidez de remplacer tout le contenu de la boîte par une nouvelle valeur. Donc dans ce cas, vous utilisez directement le set. Soit vous voulez mettre à jour la valeur actuelle, mais en se basant sur la valeur actuelle contenue dans la boîte. Donc la méthode, ça fonctionne en quelque sorte comme un reducer. Donc c'est que vous avez une valeur actuelle et vous voulez recréer une autre valeur en se basant sur la valeur que vous avez actuellement dans la boîte. Donc dans ce cas, vous utilisez le update. Donc le update prend une fonction dont le paramètre représente la valeur actuelle. Et le retour de cette fonction doit être la nouvelle valeur à mettre dans la boîte, c'est-à-dire la valeur finale que doit contenir la boîte. Donc ici, nous utilisons le update pour faire certaines mises à jour. Donc ici, ça veut dire que notre count, par exemple, si notre count contient la valeur 0 et que nous faisons un set ici, donc on écrase complètement le contenu, donc ça nous donne 1. Donc on peut procéder autrement en le faisant de cette façon, c'est-à-dire qu'on prend la valeur actuelle qui sera égale à 0, donc on fait cette valeur actuelle plus 1, qui sera la valeur retournée, qui sera 1 dans ce cas. Donc 1 sera la nouvelle valeur de cette boîte à la fin de cette opération. Donc concernant le fonctionnement des signaux, donc l'API, c'est une API qui est très simple, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir juste comment créer la valeur et comment récupérer la valeur, ensuite savoir comment faire la mise à jour. Maintenant, si nous revenons au fonctionnement même des signaux, vous allez vous demander pourquoi l'API est créée de cette façon. Donc la raison, elle est simple, c'est que dans le fonctionnement interne des signaux, lorsque vous avez une mise à jour de valeur qui se fait, contrairement à ce qu'on fait au niveau des observables où lorsque une mise à jour se fait, vous émettez un événement, mais qui contient, ou vous émettez plutôt une valeur qui contient les
les détails sur le changement qui se fait. Dans le cas des signaux, c'est que les consommateurs qui souscrivent au changement des valeurs ne sont pas informés de la dernière valeur qui est disponible dans la boîte. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une valeur change ici, il y a un événement qui informe juste les consommateurs qu'il y a eu un changement, mais sans lui donner la dernière valeur disponible. Donc du coup, c'est au consommateur lui-même de revenir et de voir le contenu de la boîte, s'il est intéressé par la dernière valeur. Donc l'avantage de cette façon de faire, c'est que je peux potentiellement être consommateur de cette donnée, mais ne pas être intéressé à un moment donné par la valeur. Donc je viens seulement chercher la valeur quand je suis intéressé. Donc c'est la différence avec les observables. Donc au niveau des observables, c'est que la donnée est émise directement à chaque fois qu'il y a un changement. Alors qu'au niveau des signaux, c'est que c'est à vous-même, le consommateur est informé du changement, mais c'est à lui de revenir à retrouver la dernière valeur dans la boîte en utilisant la méthode du getter. Donc c'est ce qui est résumé un peu ici à travers ce schéma. Donc à chaque fois qu'il y a un changement, il dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Ok, on dit si la valeur est un objet, d'accord, et qu'on change une propriété, j'ai un nouvel objet ou j'ai changé l'ancien objet. Ok, donc on dit si la valeur est un objet, donc la valeur d'initialisation, comme c'est le cas ici, est un objet, et que je change la valeur. Déjà, lorsque on utilise les signaux, c'est conseillé de procéder à des modifications de façon immutable. C'est l'immutabilité qui est conseillée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsque vous modifiez directement l'objet sans passer par l'API qui est fournie, donc c'est pas l'objet en question que vous êtes en train de modifier. Parce que le signal, on voit ici que c'est initialisé avec cet objet, mais après, les modifications se font en passant par les méthodes soit set ou soit update. Donc c'est pas cet objet que vous touchez. Donc la référence de cet objet, vous la perdez, lui fait en quelque sorte une copie interne de cet objet pour le modifier. Donc pour info, par rapport à ce que vous avez dit, là vous êtes en train de parler de mutation. Dans la version 16 d'Angular, il y avait une méthode mutate en plus de update ici, qui permettait de faire ce que vous dites en fait. C'est-à-dire que ça permet de modifier de façon mutable l'objet directement. Mais cette méthode a été enlevée. Et vous savez peut-être pourquoi ça a été enlevé, c'est parce que Angular, pour pouvoir faire des chain detection, il doit faire des dirty checks, c'est-à-dire qu'il doit vérifier lorsque vous modifiez l'objet de façon immutable, il est obligé de parcourir tous les attributs pour pouvoir déterminer là où il y a le changement. Donc pour pouvoir optimiser cela et éviter que les gens continuent d'évoluer dans les mauvaises pratiques, donc ils ont dit ils vont enlever cette méthode qui permet de faire la modification mutable. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est de procéder soit de cette façon, si vous voulez modifier directement le contenu, ou soit d'utiliser cette façon de faire qui se base sur le fait que vous avez la valeur actuelle et vous retournez à chaque fois une nouvelle référence qui sera utilisée pour écraser le contenu de votre boîte. Lisa, est-ce que j'ai répondu à votre question? Et si je peux continuer, donnez-moi le feu vert pour le faire. Ok, donc j'ai la main le OK de Lisa, donc je peux continuer. Prestige, c'est bon pour toi? Ok, ok, cool. Donc du coup, on peut continuer. Donc du coup, la règle, c'est de ne pas faire des mutations d'objets. Même si vous n'utilisez pas les signaux, c'est une mauvaise habitude de faire des mutations directement des objets qui servent d'état pour votre composant. Parce que Angular, dans certains cas, ne sera pas assez intelligent pour pouvoir faire les chain detection. Ok, donc si je continue, donc ici, c'est une comparaison entre le pull et puis le push base change. Je disais tout à l'heure que les observables, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une modification de valeur, il notifie le consommateur avec la valeur modifiée. Alors qu'avec les signaux, c'est qu'il notifie juste le consommateur sans lui donner la dernière valeur. Donc c'est au consommateur de revenir chercher la valeur. Donc le push, c'est lorsque vous envoyez la donnée vers le consommateur.
Le pull, c'est que c'est le consommateur qui doit lui-même venir rechercher la valeur. Donc du coup, les signaux sont en quelque sorte hybrides, c'est-à-dire qu'ils font le push pour la notification de changement, mais il faut du pull lorsqu'il faut récupérer la valeur. Et puis, l'avant-dernière chose qu'il faut connaître aussi sur les signaux, c'est des signaux de type computed, c'est-à-dire des signaux qui sont calculés. Donc, c'est des signaux un peu particuliers, c'est-à-dire que si ici nous avons un signal qui est considéré comme calculé, c'est un signal dont la valeur dépend d'autres signaux. Donc, leur façon de fonctionner, c'est que à chaque fois qu'il y a une modification de la valeur au niveau d'un signal dont ce signal dépend, ce signal sera notifié de ce changement et se mettra à jour automatiquement. Donc sa valeur est mise à jour à chaque fois qu'il y a un changement au niveau d'un des signaux dont il dépend. Donc c'est ça les signaux calculés ou les computed signals. Donc pour pouvoir créer un signal qui est calculé, donc c'est de cette façon qu'on le fait. Donc c'est un signal qu'on crée en utilisant cette fonction qui est un factory. Donc cette fonction, c'est une fonction qui retourne des valeurs, et les valeurs qui sont retournées sont des valeurs qui se basent sur des signaux dépendants. Donc ici, le signal, il va juste vérifier quelles sont les valeurs dont je dépends. Et lorsque une de ces valeurs change, il met à jour automatiquement la valeur ici. Mais le facteur important à savoir au niveau des signaux calculés, c'est que lorsque un consommateur plus tard veut récupérer la valeur, c'est là que la nouvelle valeur est calculée. Donc la valeur n'est pas calculée tant qu'il n'y a pas de demande de cette valeur. Et lorsque cette valeur est calculée, cette valeur est mémorisée pour éviter que lorsque d'autres consommateurs vont faire appel plus tard au signal calculé pour récupérer la valeur, que ce calcul ne se refasse pas. Donc ça, c'est la particularité qu'il faut prendre en compte au niveau des signaux calculés. C'est-à-dire que d'abord, les valeurs sont mémorisées au calcul. Et lorsque d'autres personnes viennent plus tard, ou d'autres consommateurs viennent plus tard récupérer les valeurs ne seront plus recalculées. La valeur finale ne sera plus recalculée. Et c'est à la demande que la valeur est calculée la première fois. Donc ici, encore, nous avons un exemple de signal, donc un utilisateur et son nom. Donc un signal qui permet un signal d'utilisateur et ici un signal calculé qui se base sur des valeurs de ce signal pour donner d'autres valeurs. Donc je peux dire que les signaux calculés, c'est en quelque sorte des signaux qui sont dérivés d'autres signaux. Donc il peut dépendre d'un seul signal, comme nous l'avons ici, ou dépendre de plusieurs signaux. Donc il suffit qu'il vérifie ici qu'il y a une dépendance par rapport à un signal donné pour que la mise à jour se fasse lorsque la valeur du signal change. Donc ici, nous avons certains exemples où lorsqu'on met à jour la valeur également, le signal sera mis à jour. Donc c'est un deuxième exemple qui se base sur le cas des objets. Donc ici, j'ai résumé rapidement tout ce que je viens de dire sur les signaux calculés. Donc nous avons parlé de signal, de mise à jour, création. Nous avons parlé de signal calculé. Le dernier point à connaître au niveau ou sur les signaux, c'est la notion d'effet. Donc les effets, je peux dire en quelque sorte comme c'est des trackers de signal. Donc vous pouvez mettre un tracker sur un signal et dire que à chaque fois qu'il y a une modification de sa valeur, je vais exécuter un code donné. Donc des exemples d'utilisation de ces trackers, c'est lorsque vous voulez faire du logging, lorsque vous voulez faire un appel vers un service, par exemple. Donc c'est utilisé pour gérer tout ce qui est effet, tout ce qui produit des side effects. Donc je peux faire la similitude avec tout ce qui réalise des side effects lorsqu'on utilise NGRIS, par exemple. Lorsqu'on veut faire des appels web, on utilise par exemple les effets pour travailler. Et lorsqu'on veut par exemple afficher certaines notifications, donc on utilise également les effets. Donc c'est des cas d'utilisation des effets. Donc on verra un cas
où nous allons l'utiliser pour traquer également un signal. Et la dernière chose aussi qu'il faut savoir au niveau des effets, c'est que les effets se basent comment on appelle ça, sur un service introduit dans Angular dans la version 16, qui est le Destroy Ref, comme ça, Destroy Reference, qui est un service qui nous permet, par exemple, de faire une action lorsque notre composant est sur le point d'être détruit. Et ça, le Destroy Ref est injecté lors de la phase d'injection ou d'initialisation de notre composant. Donc, ce qui veut dire que le effect s'utilise que soit lors de l'initialisation de votre composant directement dans le constructeur ou dans les attributs d'initialisation de votre composant. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est comme ça s'apparente un peu à ce qu'on fait avec les inject aujourd'hui. Donc, lorsque vous utilisez la fonction inject, il faut s'assurer de l'utiliser soit comme valeur d'attribut ou soit en l'utilisant dans le constructeur. Donc, ceci est un facteur important lorsque l'on utilise les effects. Donc, voilà de façon générale le fonctionnement des signaux. Et tout ce que je viens de dire, cela s'applique quel que soit le framework qui utilise les signaux, parce que c'est une API qui est générale, mais que Angular a réadapté à sa façon. Donc au niveau d'Angular, comment les choses se passent, c'est que Angular, lorsque vous utilisez par exemple les signaux au niveau d'un composant, et que vous utilisez la valeur du signal par exemple dans le template, ce que Angular fait, Angular se place en tant que consommateur de cette façon. Le template, il fait en sorte que Angular se place en consommateur du signal. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification, Angular est notifié de ce changement. Et ce que Angular fait, Angular lance le RINDA ou le changement de votre template pour mettre à jour le template en fonction de la nouvelle valeur disponible dans le signal. Donc, c'est le fonctionnement qu'il faut avoir en tête lorsqu'on utilise les signaux au niveau d'Angular. Donc, la valeur utilisée au niveau du template, à chaque fois qu'il y a un changement qui s'opère, le template, ou plutôt Angular est informé, et il met à jour notre template pour nous. Donc voilà, de façon générale, le fonctionnement des signaux. Et vu que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est introduit dans un framework, qu'il y a des nouvelles façons de faire, donc il y a des patterns qui sont en train d'être d'émerger, des signaux, et nous avons également la possibilité, par exemple, de convertir un signal vers des observables ou inversement. Donc c'est des choses que vous pouvez faire de façon poussée après, mais dans la présentation, je vais me limiter à l'essentiel et vous pouvez faire en fonction des besoins plus tard. Vous recherchez par vous-même selon les besoins. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, Loïc Fuego. Ok, déjà concernant la première question par rapport au chain detection, comme je disais tout à l'heure, c'est que supposons que ici nous sommes au niveau d'un consommateur. Donc les consommateurs ici, dans notre cas, lorsqu'on utilise Angular, c'est Angular. Donc c'est Angular qui souscrit, il fait ce qu'on appelle un graphe de signal pour détecter où est-ce qu'on fait appel où est-ce qu'on ouvre la boîte, où qu'on essaie aux valeurs du signal en question. Et ce que Angular fait, c'est que Angular souscrit maintenant au signal en question qui est utilisé dans le template. Et il fait ce qu'on appelle un graphe, pour déterminer quels sont les signaux dont je dépends. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour de cette valeur, qu'est-ce que Angular fait? C'est là que Angular fait la mise à jour de votre template. Et ça concerne juste la partie en question, la partie qui a besoin de faire le read ou d'être refresh, si je peux dire ça comme ça. Donc ça limite déjà les change detection. Donc il y a des améliorations qui seront faites dans la version 17.2 exactement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse bénéficier des inputs qui sont basés sur des signaux, des inputs spécialisés qui sont basés sur les signaux dans un but d'améliorer encore plus la performance. Et puis la dernière question concernant l'utilisation du on-push.
Donc concernant le on-push, l'équipe Angular confirme que cela fonctionne exactement comme on avait l'habitude de l'utiliser avec les inputs où il fallait, où les chain detection étaient seulement déclenchées lorsqu'on modifie les inputs ou qu'on envoie des outputs vers l'extérieur. Donc, lorsque vous utilisez les signaux, vous pouvez utiliser parfaitement le on-push et ça va fonctionner de la même façon que ça fonctionnait avant l'introduction des signaux. En fait, les chain detection, le but des chain detection, c'est de mettre à jour juste le template. Donc, du coup, supposons que je suis ici au niveau d'un composant et que je fais abstraction de tout ce qui est à l'extérieur. Donc, du coup, le on-push, ça affecte le composant, mais côté input et output. Parce que si vous mettez un composant en push, ça veut dire que vous dites explicitement Angular lance le chain detection seulement lorsque mon input est modifié ou lorsque j'envoie un événement vers l'extérieur qui peut potentiellement changer des valeurs. Donc du coup, vu que maintenant nous sommes au niveau du composant et que nous utilisons seulement les signaux au niveau de ce composant sans impact vers l'extérieur, donc du coup, si le changement se fait ici ou que Angular détecte un changement au niveau de ce composant, donc automatiquement il va mettre à jour le template pour nous. Donc c'est un peu ça l'idée. Je sais pas si j'ai été clair ou si je vous ai. Ok. Ok, donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la partie pratique. Ok, j'attends un ok de Pritesh pour passer à la pratique, s'il n'y a pas de questions. Ok. Ok. Donc du coup, pour la mise en place de l'environnement, on peut retrouver ça juste là. Ok, je peux remettre ça, mais je l'ai testé tout à l'heure, ça marche parfaitement. Je remets ça dans le chat. Ok, pour ceux qui ne nous avaient pas rejoints depuis le début, j'avais demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait potentiellement mettre la main à la pâte, que la personne peut mettre son nom du coup, pour qu'on puisse faire l'implémentation ou une partie de l'implémentation sur sa machine. Apparemment, il y a personne, je crois que les gens ont un peu peur. Personne ne veut se prononcer. Ok, donc du coup, on va commencer sur ma machine et puis on verra quoi. Ok, donc on va passer à la partie pratique rapidement. Ok, donc du coup, après avoir cloné le projet, donc j'ai cloné le même projet que tout à l'heure, donc pour vous montrer, donc je suis sur la même branche que vous, donc la branche que j'ai spécifiée dans le clone du projet. Donc ici, si je reviens dans mon... Je vais juste lancer mon éditeur de test ici. Ok, donc lorsqu'on crée le projet ou qu'on récupère le projet, on a quelque chose comme ça. Donc je vais juste faire le npm run stat de mon côté. Npm run stat. Ok, là c'est bon. Donc du coup, si je reviens ici et que j'ouvre le localhost 4200, ok, je vais juste désactiver le zoom ici pour le ramener à la normale. Ok. Donc lorsque vous venez dans l'application pour la première fois ou l'application qu'on va utiliser pour les tests, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc pour une présentation rapide, c'est que nous avons une liste de produits. On simule ici une application où nous avons une liste de produits. Donc l'idée, c'est de rendre ces boutons fonctionnels en utilisant l'API des signaux. Donc, et puis de rendre également les filtres que nous avons ici possibles. Et tout cela en utilisant l'API des signaux. Donc il y a ici les directives que nous devons suivre. Donc d'abord ça c'est la partie installation que j'ai remis dans le chat. Donc ce qu'on nous demande de faire ici, c'est d'abord d'afficher la liste des produits. Donc on va suivre ces différents steps pour pouvoir réaliser l'implémentation. Donc du coup je vais retourner ici. Je prends la partie SRC ici. Mets ça de côté, donc pour montrer rapidement les choses. Donc j'ai une feature ici qui est Products.
Donc dans la feature, j'ai la liste des produits et pour chaque produit, j'ai un product item qui me permet d'afficher un produit donné. Donc l'idée de ce que nous avons ici, comme on dit, ici on dit afficher le produit en utilisant le product item component, c'est-à-dire le composant product item. Donc on va juste partir depuis la racine de notre projet et aller progressivement jusqu'à la partie concernant l'affichage des produits. Donc ici, notre application affiche par défaut la liste des produits. Donc on va regarder ce que nous avons au niveau de ce composant. Donc ici, pour résumer, nous avons une liste. D'abord, nous avons ici une liste de produits. Donc il s'agit du composant qui nous affiche la liste des éléments. Donc nous avons ici les types de produits que nous avons. Donc c'est ce qui nous permet d'afficher la liste que nous avons ici. All food, drink, donc c'est la liste des produits. Donc nous avons également une liste, plutôt la liste des types de produits, excusez-moi, que nous avons. Nous avons ensuite la liste des produits. Donc ici on va supposer que ça, c'est quelque chose qui nous vient d'une API et que nous avons stocké quelque part dans une variable. Donc c'est la liste par défaut. Donc l'idée c'est d'afficher cette liste en utilisant l'interface que nous avons et en se basant sur les signaux. Donc si je retourne maintenant dans la partie templates, on va voir un peu ce que nous avons comme templates. Et là, je pense que l'idée sera un peu plus claire. Donc ici, nous avons dans un premier temps les boutons d'action qui vont nous permettre d'ajouter un produit, de faire le reset de la liste, d'enlever tous les produits de la liste. Nous avons notre filtre ici qui nous permet d'afficher les différents boutons radio que nous avons. Et nous avons ensuite la partie ici où nous devons utiliser notre product item pour pouvoir faire l'implémentation. Donc l'idée, c'est d'utiliser notre product item ici et d'utiliser par exemple un for dessus ou un defor dessus pour pouvoir afficher la liste. Donc ce que nous allons commencer par faire ici, nous allons commencer par insérer notre composant qui va nous permettre d'afficher la liste des produits. Donc on va prendre ici ce composant. Donc là, nous savons que nous devons, depuis la version 16 d'Angular, les composants sont des standalone components. Donc lorsque j'utilise un composant dans le template, il faut que je déclare ce composant au niveau du composant parent qu'il utilise. Donc ici, je dois mettre mon product item. Donc ça a été bien ajouté ici, c'est bon. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de préciser les paramètres d'entrée ou les inputs. Donc si on vérifie ici, donc j'ai un product. Donc on peut aller directement au niveau du composant pour avoir plus de détails sur le composant lui-même. Donc on voit que le composant, il accepte un produit qui est requis. Et le composant peut également envoyer un événement delete pour pouvoir supprimer un produit. Donc l'événement émet, ou bien le output ici émet un ID qui va représenter le produit à supprimer. Donc nous allons revenir sur ça. Donc ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est l'affichage de ce produit. Donc on voit ici qu'on peut utiliser ce composant comme une boîte noire. Donc l'idée serait de passer ici la liste des produits à ce composant. Donc je peux ici, si je reviens dans ma partie TS ici, j'ai déjà ma liste de produits qui est ici, qui est le default product. Donc l'idée, c'est d'afficher cette liste en utilisant les signaux, en se basant sur les signaux au lieu d'afficher directement la liste. Donc ce que nous allons commencer par faire ici, vu que nous avons un système, je reviens sur la page, vu que nous avons un système de filtre également en place ici, ça veut dire implicitement que nous n'allons pas afficher directement la liste de tous les produits, mais nous allons avoir une autre liste qui va représenter la liste des produits filtrés. Donc ce que nous allons faire, c'est de créer cette liste dans un premier temps. Donc ici, si je viens au niveau du filter de liste ici, donc je vais transformer déjà ces deux éléments pour que ces deux éléments soient pour moi des signaux au lieu d'utiliser des produits. Donc je vais commencer par là. Donc je vais commencer par créer ici un signal ici en lui donnant une valeur initiale.
Ça, c'est important. Donc ici, on va lui donner la liste des produits par défaut. Donc, on est bon pour cette partie. On vient maintenant au niveau de la liste filtrée. Donc, cette liste au début sera initialisée également avec la liste de tous les produits. Donc, on va faire pareil ici. Donc, on va créer un signal ici qui va se baser sur ce signal. Et pourquoi on va créer un signal qui va se baser sur ce signal dans ce cas, c'est parce que à la fin, on veut une liste qui est filtrée. Donc, il se peut qu'on ait besoin d'autres éléments pour pouvoir avoir la liste finale qui est filtrée. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons créer un signal ici également. Donc, on va faire un signal. Mais au lieu de créer un signal simple, nous allons créer un computed signal ici. C'est-à-dire un signal qui se base sur notre signal. Donc, comme on avait dit, on prend en paramètre une fonction qui retourne une certaine valeur. Donc, dans ce cas, nous allons juste récupérer notre produit. On retourne juste sa valeur dans un premier temps. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Donc, d'abord, nous avons créé un produit et nous avons créé une liste filtrée de produits qui se base sur ce signal que nous avons ici. Donc, jusque-là, nous n'avons pas d'erreur dans notre console. Et si nous revenons ici, nous n'avons rien pour le moment. Donc, nous allons maintenant utiliser cette liste filtrée qui est un signal pour pouvoir procéder à notre affichage ici. Donc, pour pouvoir procéder à notre affichage, ce que nous allons faire déjà ici, nous aurons besoin de mettre en place ici un for. Donc, on va utiliser le nouveau control flow de Angular pour pouvoir réaliser cela. Donc, on utilise un for ici. Donc, on sait que ici nous devons passer la liste des éléments. Donc, on va juste coller notre signal, accéder à sa valeur en utilisant notre getter. Et les items vont représenter maintenant pour nous des produits. Donc, on peut dire que ça, c'est un produit. Et le track ici permet d'utiliser l'attribut qu'on va utiliser pour identifier les éléments de façon unique. Et dans notre cas, si on prend un produit dispose d'un ID. Donc, on va utiliser juste l'ID comme ça. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de déplacer ce template dans notre NG4 et de passer cette liste le produit en cours de parcours à cette liste comme ça. Donc, on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc, je retourne là. Et on voit qu'il y a ma liste de produits qui est affichée. Du coup, je vais faire une petite pause. Est-ce que c'est clair ou pas? Ok, j'ai une main levée qui dit que c'est bon. Donc, du coup, la seule chose qu'on a fait ici, c'est juste qu'on a transformé. Si je reviens là, c'est qu'on avait déjà des valeurs comme ça, qui étaient de 5 valeurs. Donc, on les a juste transformées en signaux, en faisant le wrap avec les constructeurs ou avec le computed, le factory ici, en fonction de ce que nous avons besoin de faire. Donc, on avait déjà cette valeur initiale qui était stockée quelque part. Donc, on a juste créé ici un computed signal qui se base sur ce signal existant. Et on a passé cette valeur à notre composant ici. Donc, on n'a rien fait d'extra ici. La seule chose qui change ici, pour quelqu'un qui n'a pas utilisé les signaux précédemment, c'est ça, c'est cette notation. Et ça, c'est la notation des signaux, c'est-à-dire qu'on récupère la valeur. Donc, si c'était un filter lisse simple, on aurait juste fait ceci simplement comme ça, et ça allait marcher. Mais la seule chose qu'on change, c'est ça. Tout le reste, c'est des codes Angular que nous savons écrire. Donc, voilà. Donc, on a fait ce petit to-do pour le moment. Donc, on peut enlever ça. OK. Donc là, nous avons implémenté tout à l'heure l'affichage de notre liste. Donc, je vais essayer de faire ceci, vu qu'on n'utilise pas trop je vais faire ça comme ça reste de côté. Comme ça, on regarde ça de temps en temps, sans trop. OK. Donc, du coup, on va suivre notre implémentation. Donc, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est de mettre en place ce compteur. Que ce compteur s'affiche en fonction de la valeur que nous avons dans notre liste ici. Donc ça aussi, c'est quelque chose de simple qu'on peut faire. Il nous suffit de prendre la liste ici, comme ça. Donc on peut faire ceci. Donc on cherche notre partie count ici. Donc on dit display number of items.
Donc on va prendre cette liste, on va juste faire un length dessus pour afficher sa valeur. Et là, nous avons besoin de l'interpolation, vu que c'est une valeur que nous voulons afficher dans le template. Donc on va faire ceci. Donc on récupère la valeur initialement qui est un tableau. Et puis on fait un length dessus pour pouvoir afficher la bonne valeur. Donc ça aussi, c'est rien de compliqué. Donc on voit que nous avons notre 3 qui est là. Oui, Jaraso a levé la main. Ok, en fait ici, il va récupérer la dernière valeur qui est déjà computée parce que les signaux computés, la particularité, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est que leurs valeurs sont mémorisées. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir récupérer la valeur la prochaine fois, elle ne sera plus calculée si elle avait déjà été calculée. Donc même si j'utilise 10 fois ceci dans le template, c'est la valeur mémorisée qui me sera retournée. Mais c'est seulement la première fois qu'une référence sera sur cette valeur que la valeur sera calculée. Donc tant que cette valeur n'est pas modifiée, il n'y a rien qui se passera. Ok, je vous en prie. Ok, il y a une deuxième personne qui pose la question. Entre afficher le count par le filter list.length ou un computed qui est un calcul de length, c'est pareil. En fait, c'est pareil. Jusque lorsqu'on va passer, supposons qu'on passe par un nouveau, on aurait pu créer encore un computed list ici et faire le length. C'est quelque chose de possible aussi. Mais en faisant comme ça, on ajoute juste une variable supplémentaire qu'on va encore maintenir. Donc c'est pour éviter ça que j'ai fait ça directement comme ça. Donc Loïc, c'est bon. Je peux continuer. Ok, good. Donc du coup, la chose complexe que nous allons faire maintenant, c'est de mettre en place les filtres et mettre en place également le fonctionnement de ces comment dire ça, de ces boutons d'action. Donc je pense que pour les boutons d'action, ce serait simple. Donc l'idée, c'est de pratiquer les PI des signaux. Donc on va voir un peu ce qu'il y a derrière ces boutons d'action et on va les implémenter. Donc on va faire comme si on était au travail. Donc supposons qu'on ne connaissait pas l'API ou qu'on ne connaissait pas l'application. Donc ce qu'on devait faire, c'est de venir au niveau du bouton et de chercher le callback qui a derrière les différents boutons d'action. Donc on va faire comme ça, on va naviguer là. Donc je clique juste sur le add. Donc au niveau du add, on dit ici que pour des personnes qui utilisent l'immutabilité. En fait, pourquoi j'avais mis ce commentaire, c'est comme je le disais avant, dans la version 16 de Angular, c'était possible d'utiliser le mutate qui permettait de faire la mutation directement. Mais ça a été changé, enlevé. Donc du coup, on passe seulement par le set ou le update pour pouvoir faire maintenant les mises à jour. Donc du coup, on veut mettre cette liste que nous avons ici à jour en lui ajoutant le nouveau produit que nous avons ici. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que déjà la liste que nous voulons mettre à jour ici, ça c'est la force des computed que nous allons voir ici. On voit ici que nous avons une liste de produits que nous initialisons avec une valeur. Et que les valeurs, le computed ici ou la liste filtrée se base sur cette liste. Donc pour mettre à jour cette liste, nous n'aurons pas besoin de le faire ici manuellement. Mais on va juste mettre à jour la liste initiale et on verra que la valeur sera recalculée pour nous. Donc ce que nous allons faire ici, nous revenons juste au niveau du... la méthode c'est ici, ok. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons reprendre notre liste de produits. Donc product, si je ne me trompe pas, je vérifie pour être sûr, ok, c'est product. Donc nous allons ici mettre à jour cette liste. Et dans notre cas, vu que nous avons une valeur qui existe déjà et que nous voulons ajouter une nouvelle valeur, nous allons passer par le update dans ce cas. Donc on fait le update. Et ici, l'ancienne valeur sera la valeur qui nous sera passée en premier lorsqu'on fait appel au callback que nous avons ici. Donc on aura une valeur ici qui va représenter notre old list et il faut lui retourner le nouveau tableau. Donc ce que nous allons faire d'abord une copie de l'ancien tableau ici. Donc on va faire une copie du old list
Et à la fin de ce tableau, nous allons ajouter notre New Product. Là, j'ai une erreur de typage. Il me dit ici que mon New Product doit être de type Product. Et vu que le produit ici respecte l'interface définie, je peux faire juste ceci et dire explicitement que je suis en train de créer un produit ici. Donc je fais ici Product et l'erreur disparaît. Donc je fais un save, je retourne dans l'application, je fais Add New. Donc on voit que le produit s'est bien ajouté. Donc je refais. Si je fais un Add New, donc on voit que le même produit est ajouté plusieurs fois. Parce que ici on ajoute à chaque fois un nouveau produit. Ok, donc nous avons implémenté le Add. Nous allons implémenter le Delete All. Donc le Delete All, ça veut dire que nous supprimons tout. Donc il suffit d'écraser le contenu de la boîte avec un tableau vide. Donc je crois que ça, ce serait facile à faire. Donc je fais juste ici list.product et puis j'utilise le set parce que ici je veux écraser le contenu avec un tableau qui est vide. J'ai fait une erreur, je suis allé faire l'implémentation au mauvais endroit. Désolé. Ok, on doit reprocéder comme on l'avait fait. Donc j'ai implémenté le add, c'est bon. Donc je voulais implémenter le remove all products. Donc je viens ici, je mets mon code juste là. On vient là, on teste rapidement. Le add ça marche, le delete all ça marche. Le compteur aussi est mis à jour automatiquement. Oui, le seul bouton d'action qui nous reste à implémenter, c'est celui-ci. Donc du coup, je retourne là. Viens là. Donc du coup, je prends le reset product list. Donc l'idée ici, c'est de faire le reset, mais en utilisant la liste de produits par défaut. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre, comme nous l'avons fait ici, on refait la même chose, mais en remplaçant le tableau vide par le tableau par défaut. Donc je vais juste faire ceci et remplacer ce tableau par le tableau, la valeur par défaut. Donc je fais ici this default value. On va tester pour voir ce que ça donne. Donc je viens, je fais l'ajout d'un élément. Ensuite je fais le delete all, par exemple, ça supprime tout. Je fais le reset list, ça ramène tout. Donc je fais ajout d'un élément, je fais reset, ça ramène tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Avant de procéder à l'implémentation des Product ID, je pense qu'on va plutôt procéder à l'implémentation du filtre parce que c'est la partie qui sera plus complexe à faire. Donc on va réaliser cela. Et même si on ne fait pas la dernière implémentation, je pense qu'avec l'implémentation du filtre, en combinant les deux éléments, je pense que ce serait bon et vous pouvez utiliser cette connaissance pour développer des choses complexes. Donc nous allons procéder maintenant à l'implémentation du filtre. Donc si nous analysons un peu ce que nous devons faire, il s'agit de combiner le filtre que nous avons ici avec les fonctionnalités qui existent déjà ici. Donc cette fonctionnalité, la première fonctionnalité qui se base sur les boutons d'action, elle est déjà fonctionnelle. Et ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est de filtrer cette liste en se basant sur les product types que nous avons là. Si nous revenons ici et que nous prenons un produit, si je prends un produit ici, on voit que le produit a un champ type qui peut prendre les valeurs food, drink. Donc food pour indiquer que c'est un food, drink pour indiquer que c'est un drink. Je vais dire ça comme ça pour faire simple, quoi. Du coup, ce que nous allons faire ici, c'est de mettre en place un filtre qui va se baser sur les valeurs que nous avons déjà ici. Donc c'est code. De sorte à combiner tout cela dans notre filtred list ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons retourner dans un premier temps ici pour voir comment le filtre, les valeurs de filtre sont définies. Donc on voit ici que nous avons le filtre bloc ici et que nous avons les valeurs de filtre qui sont utilisées ici. Du coup, la question qu'il faut se poser ici déjà,
comment cette valeur est définie, ou où est-ce qu'on récupère la valeur du filtre dans notre cas. Donc si je vérifie ici, nous avons un input ici qui prend à chaque fois les valeurs. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous définissons la valeur ici, il y a cette valeur, s'il y a le change ici qui sera appelé pour pouvoir renseigner la valeur du filtre. Donc on va regarder ici, qu'est-ce qui se passe ici. Ok, donc aujourd'hui, ou à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore mis en place le set ou la définition du filtre. Donc ce que nous allons faire dans notre to-do ici, c'est de mettre à jour le filtre en se basant sur cette valeur. Donc on va mettre en place ici un signal qui va représenter pour nous le selected product type. Donc je reviens ici, est-ce que ça existe déjà? Oui, ça existe déjà. Et sa valeur est égale à all. Donc on va juste changer cette valeur, au lieu que ce soit une valeur primitive ou product type, nous allons changer ça pour que ça soit maintenant un signal. Donc je fais juste signal ici, et je lui passe une certaine valeur. Donc au début, on va lui passer le all ici. Donc en procédant ainsi, on doit maintenant changer le typage et dire que nous voulons passer ici une valeur qui représente ceci. Donc on veut créer un signal de product type ou de all. Donc avec ça, maintenant, ça veut dire que à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un élément radio, il faut maintenant définir la nouvelle valeur du signal. Donc on va juste faire appel à notre signal en question. Alors, il s'agit du selected product ici qui est maintenant un signal. Donc on va faire un set dessus pour lui donner sa nouvelle valeur. Et sa valeur sera la valeur qui est cliquée par l'utilisateur. Donc ce serait soit all, soit product type. Donc ici on a un problème de typage parce qu'il s'attend à recevoir un élément de ce type. Mais vu que c'est nous qui avons nous-mêmes défini explicitement, renseigné explicitement les valeurs ici, et qu'on sait que les valeurs sont des codes qui respectent le typage, on peut simplement faire ici un as. On peut faire ceci. As ceci. As product type. Comme ça. On peut faire ceci. On peut dire que les valeurs que nous renseignons vérifient ceci. Du coup, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un élément de filtre ici, donc il y a cette fonction qui va être appelée pour nous donner la bonne valeur du type. Donc on va vérifier ceci juste dans le template pour vérifier que ça fonctionne. Donc du coup, je vais juste mettre ça ici pour le débogage rapide. Donc on va récupérer la valeur ici et voir ce que ça donne. Donc je reviens sur l'interface. Donc on voit que la valeur est all par défaut. Je fais food, ça donne food. Je fais drink, ça donne drink. All, all. Donc ça veut dire que ce que nous avons mis en place tout à l'heure marche bien. Donc ce qui nous va nous rester à faire maintenant, c'est de combiner ce flux, non plutôt pas ce flux, mais ce signal, pour pouvoir faire le filtre que nous avons ici. Donc ça veut dire que nous allons maintenant introduire dans ce bloc le nouveau signal que nous avons créé. Donc ça, donc on va écrire du code ici. Donc ici, on va dire que ceci représente pour nous la liste des produits. Deuxième chose à faire maintenant, c'est que nous allons récupérer le type sélectionné par l'utilisateur. Donc on va faire selected type par exemple. Donc on va récupérer sa valeur. Donc là, nous avons les valeurs qui sont récupérées. Donc c'est plus des signaux, mais c'est les bonnes valeurs. On va ensuite procéder au filtre et retourner maintenant la dernière valeur qui va être la valeur du signal, c'est-à-dire la dernière valeur qui sera dans la boîte. Donc du coup, ici, nous allons retourner une valeur qui sera le filtre. Donc du coup, on va prendre notre tableau ici, qui représente un produit, un tableau de produits. On va faire un petit filtre dessus. Et on va dire que dans ce tableau, pour tous les produits, donc on va faire ici product. Donc garde seulement les produits dans le code. Donc on va dire type garde seulement les produits dont le code correspond au selected type que nous avons là.
Et à la fin, nous allons retourner cette valeur. Donc, on peut mettre un return ici, qui sera notre liste finale. Donc, on va tester cela. Donc, je réexplique le code. Donc, ce que nous faisons ici, nous savons déjà que nous avons un signal qui nous permet de récupérer ceci. Et nous avons un signal qui nous permet de récupérer la valeur ici. Donc, ce que nous faisons au final, c'est que nous prenons les deux signaux, nous les combinons pour avoir un signal calculé qui sera la valeur retournée au final comme filter list. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai tout enregistré. Ah oui, peut-être, il y a une main qui est levée. Ok. Writable. Ok. Ah ouais, elle dit que c'est bon. Parce que j'avais résolu ça. J'avais résolu le problème. C'était un problème de typage. Ok, cool. Donc du coup, là, nous avons notre produit. Nous avons le selected type qui est là. Mais on voit que notre liste de produits n'est pas retournée. Parce que je reviens là. Donc, on va voir pourquoi cela ne marche pas. Donc, déjà, pour la liste des produits, c'est bon. Pour le selected type aussi, on voit que c'est bon. Donc, on prend ici notre liste de produits, d'accord? On fait un fil dessus. On dit garde seulement les éléments dont la valeur est égale au selected type. Ok, mais pourquoi j'ai pas de résultat escompté? Je vérifie rapidement ici, ça c'est bon. Lorsqu'on avait affiché la liste des produits, je vais essayer d'afficher également la liste des produits ici. On va voir. Ok, j'ai le all qui est là, la liste des produits. Ok, si je mets ici un JSON dessus, je vérifie juste rapidement. Je vais l'importer. Moi, j'ai un tableau, ok. Donc, du coup, sûrement que j'ai un souci au niveau de mon filtre ici. J'ai le product list, ok. Ce que nous allons faire ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai raté la façon dont... Je vais juste faire un return ici. Ah, ok, parce que, ok, je vois. Ok, cool. Donc, du coup, ici, bien vu. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, on va se dire ici que si on va reset selected type, ok. Donc, du coup, on va dire ici que si le selected type est renseigné, si le selected type est renseigné, on fait le filtre. Sinon, on retourne dans la liste complète. Ok, donc je retourne là. J'ai toujours le souci. Loïc, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous pouvez reprendre, donc si le... Ok, donc... Oui. Ok. Ok, du coup, le vrai gagnant, c'est Loïc. Ok, good. Donc, du coup, là... Ok, donc ce qu'on va vérifier maintenant, c'est de tester. Donc là, je prends food. Donc on voit qu'il y a juste les food qui sont là. Je prends drink. On voit qu'il y a juste le drink qui est là. Je prends all. Il y a tout qui fonctionne bien. Donc la seule chose qui nous reste à mettre en place maintenant, c'est la suppression. Donc du coup, pour la suppression, on va retourner ici comme si on était dans une application qu'on ne connaissait pas. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'au niveau des produits, il y a un événement qui était émis, qui est le delete. Donc du coup, on va faire juste ça. On va récupérer cet événement et faire appel à notre
comment dire ça, à notre callback. Donc du coup, on doit avoir un callback ici qui doit nous permettre de faire le delete. Ok, donc on a un callback ici. Donc on va juste appeler ce callback ici. Dans le delete, en lui passant notre event qui va représenter pour nous le produit. Ok, donc dans notre on delete, maintenant on va supprimer le produit en question. Donc du coup, ici, je vais vous laisser participer. Donc quelqu'un peut me dire le, le code à mettre pour supprimer le produit. Si vous avez compris tout ce que nous avons fait jusque-là. Quelqu'un veut participer? Ok, oui, Daraso, ouais, tu peux me donner le code. Ok. Ici, nous cherchons à supprimer le produit dont l'ID est égal à ça. Ok. Donc du coup, ici, on va faire le update. Donc on va prendre notre liste actuelle. Donc on prend notre old list. Donc sur notre old list, on va récupérer. Donc on va faire un filter. Donc on prend un old list, on fait le filter. Filter. On va dire juste ici que nous voulons garder tous les produits, sauf le produit qu'on vient de sélectionner. Donc je prends product ici, tel que les produits. On veut garder tous les produits dont l'ID. Donc on prend tous les produits dont les ID sont différents de l'ID qu'on vient de passer en paramètre. Ok, on va tester cela pour voir si ça marche. Donc je retourne là, je supprime le second produit, ça disparaît. Je supprime le premier produit, ça disparaît. Je supprime tout. Je fais un reset, ça marche. Je fais all, j'ai ça. Je supprime, ça marche. Je prends drink, il y a un seul. Je viens là, j'ai un seul. Donc du coup, nous venons de faire comme ça l'implémentation. Donc on vient de finir toute l'implémentation et tout est fonctionnel. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous, et vous voyez là qu'on vient d'utiliser les API des signaux de façon facile, sans passer par des observables, et on a réalisé cette implémentation qui aurait été un peu plus complexe si on utilisait les observables, parce que là on aurait dû utiliser des combine lightest ici pour pouvoir faire l'implémentation, des start with, des choses comme ça. Mais là on l'a fait d'une façon très simple en utilisant les API des signaux. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser, et c'est l'occasion, disons que c'est la partie QA et networking, quoi. Donc si on a des choses à discuter, on peut les discuter. Oui, Loïc. D'accord. Mhm. Ok, bonne question. En fait, personnellement, si je devais faire l'implémentation du save, je vais l'implémenter comme on a l'habitude de le faire avec les observables. C'est-à-dire que je vais juste ici, au niveau de ce composant, liste ici, je vais envoyer un événement vers l'extérieur. Donc du coup, je vais faire un truc comme ça. Au cas où nous souhaitons le faire directement ici, donc du coup, supposons que j'ai un événement. Non, je vais créer ça quelque part ici. Un save, c'est ça. Donc supposons que nous avons une méthode save ici qui va nous permettre de faire la mise à jour. En fait, au cas où nous voulons faire sortir l'événement de vers l'extérieur, vers le parent, avant de faire l'implémentation, donc je vais créer un événement ici et pousser ça vers l'extérieur. Mais supposons que nous voulons faire ça directement ici. Donc je vais juste injecter mon HTTP client. Donc, je peux faire ceci, inject ici. HTTP client, il me donne la main. Je sais pas s'il me donnera la main pour le faire. J'ai pas le lien. Ok, il me donne la main. Du coup, j'aurais fait comme ça, simplement.
HTTP client, supposons que c'est un post, donc je lui donne ici mon URL, et dans la partie data, donc du coup je fais mon signal que je veux. Si supposons que c'est la liste, supposons que c'est la liste filtrée que je veux, donc je vais faire mon filtred list comme ça, en supposant que c'est ce que nous voulons. Récupérer la valeur et l'envoyer au serveur. Et lorsque j'ai le retour du serveur maintenant, donc si ces valeurs sont potentiellement modifiées côté serveur ou que je veux faire une mise à jour, donc je refais après le OK, je refais un truc comme ça. Je refais comme ça 10.product et puis je lui remets la dernière valeur que j'ai, comme ça. Supposons que ça c'est la valeur venant du serveur, donc je mettrai comme ça, data comme ça, après la réception venant du serveur. Je le refais comme ça. Oui, je le ferai parce que, en fait, il y a une chose que j'ai pas dit ou que j'ai oublié de dire depuis le début de la présentation. En fait, l'équipe Angular a dit qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de remplacer tout par comment dire, les signaux, parce que tout ce qu'on faisait avant, on peut continuer par les faire et utiliser. La recommandation, c'est d'utiliser les signaux pour la gestion des états. Donc là, par exemple, c'est des gestions d'états que nous faisons à l'intérieur d'un composant. Mais tout ce qui est appel service et tout, on peut continuer par les faire de la façon dont on les faisait. Et lorsqu'il s'agit de mettre à jour l'état du store, donc l'état du composant, donc on va juste faire un truc comme ça. Donc ça veut dire que si j'ai potentiellement des données qui sont modifiées, donc je ferai un truc comme ça. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est comme si j'avais quelque chose comme ça. C'est bon ou pas? Pardon? Ah, ok. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et puis, ce que je voulais dire aussi, en fait, une dernière chose, je montre ça rapidement avant qu'on ne... Ouais. Et j'avais parlé des effets, mais j'ai pas montré le cas d'utilisation des effets. Non, moi, j'ai un to-do, ok. Donc, supposons que ici, nous voulons loguer, par exemple, les changements de la valeur de notre filter list. Donc, on peut faire ceci, comme ça. Ouais, je mets juste ici un truc comme ça. Et je vais dire ici que j'ai mon filtered list. Ok, supposons que nous voulons dire ici que à chaque fois qu'il y a un changement, que nous voulons traquer cela. Quand vous avez commencé par poser la question, je pensais que vous allez poser la question par rapport au effet dans ce cas. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, la question que vous avez posée par rapport à HTTP, par rapport au service, plutôt l'appel, on pourrait le résoudre de la façon dont je l'ai présenté. Mais concernant l'utilisation des effets, donc du coup, je voulais juste montrer un truc comme ça. Que, je vais juste mettre ici change, juste pour voir ce que ça donne dans la console. Ok, je reviens là. Ok, je commence pas à avoir des erreurs, c'est bien. Ah ok, je crois que j'ai laissé des choses en bas ici qui ne sont pas bonnes. Console. Ok, donc du coup, HTTP que j'utilise pas, ouais, visite. Ok, je supprime ça. Ok, donc du coup, le fh, la première chose, c'est que c'est toujours appelé une fois à l'initialisation du composant. Donc, ce qui explique le fait que nous avons ceci. Et nous allons voir qu'à chaque fois que nous allons modifier les valeurs, donc on voit qu'il est rappelé, le fh est rappelé. Donc, même si le fh, dans ce cas, on voit que le fh, par exemple, lui, n'a pas de référence vers le template. Pour que le Angular déclenche à chaque fois les chain detection, mais vu que nous avons un effet qui est branché sur le signal, donc ça fait que à chaque fois qu'on change les valeurs, le effet que nous avons mis en place est déclenché, quoi. Donc c'est ce que j'ai oublié de présenter dans ce que j'ai fait tout à l'heure.
Ok, donc voilà, si vous avez d'autres questions, il y a une mais qui est levée, Joanne. Ok, le delete, ok. Des différents éléments, c'est ça? Le delete complet ou le delete de chaque élément? Ok, ok, c'est ça. À chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton radio, on fait appel à cette méthode qui définit, en utilisant le signal, la dernière valeur contenue dans le signal. Et c'est cette valeur qu'on combine après dans le combine. Oui, allez-y. Je retourne. Ah, sorry. Est-ce que... Sorry. Ok. Désolé. J'ai répondu à autre chose. Ok. Sorry, c'est ici. C'est bon? Ok. Yann Darasso qui a levé la main. Oui. En fait, à l'initialisation, il utilise la valeur qu'on lui donne à l'initialisation. Il fait une copie interne de la valeur pour pouvoir... C'est comme un constructeur, en fait. Il fait une récupération de cette valeur en interne pour pouvoir manipuler ça après lorsqu'on fait des updates et tout ça dessus. Mhm, mhm. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est faisable de la même façon qu'on faisait les behavior subjects. C'est quelque chose qui est faisable, en fait. Je peux vous donner un exemple. Supposons que j'ai un service, je peux avoir un service comme ça. Supposons que je crée ici un service, donc je mets par exemple là, product service. Ok, j'aurais pu le générer. Donc du coup, supposons que j'ai un service ici. Euh, je vais dire ici injectable. Ok, supposons qu'on mette ici, par exemple, notre signal product, que notre liste se trouve ici. Signals. Ok, oui, je vais créer une nouvelle liste ici. Supposons que nous avons ici ID égale à AB22 et que nous avons juste un name ici. On va faire simple, je mets Toto. Ok, donc il est possible d'exporter ce signal à l'extérieur via par exemple un getter ou une méthode. Je peux faire ceci. Get par exemple, supposons que je mette ici que ça représente la liste. Ok, je peux faire ceci. Il y a ce pattern qui a émergé. Donc je peux faire un return ici. En fait, il est possible de rendre les signaux writable et non writable. Ce qu'on fait avec les observable, où on faisait, par exemple, lorsqu'on est au niveau d'un subject, on fait as observable. Il y a cette façon de faire, en fait, de convertir les signaux. Pourquoi je fais liste product? Il y a une façon de faire, ouais, as read-only, si je ne me trompe pas, comme ça, qui crée un signal qui ne peut pas être muté de l'extérieur. Donc du coup, je peux exposer ce service. Donc du coup, ici, je peux faire product service comme ça. Product service. Ok, donc du coup, je peux même déplacer ce qu'on a fait tout à l'heure. Le product, le default, il est là. Ok, supposons que je fasse ceci. Je vais déplacer tout ce code pour que ça ne casse pas. Je vais juste faire ceci et mettre un tableau vide ici.
Ok, donc au niveau de mon service, j'aurais pu déplacer mon élément là. Ok, ouais, je le mets directement, quoi. Je ne veux pas créer une autre variable juste pour ça. Ah, pourquoi mon éditeur m'embête. Ok, je peux faire ceci et exposer ça à l'extérieur. Donc du coup, dans mon composant maintenant, ouais, mon composant ici, je peux faire une injection de dépendance ici, dire par exemple que mon product list ici, ah non, product service plutôt, excusez-moi, product service égale injecter le product service que nous venons de créer. Est-ce que je dois exporter? Importation. Ok, il faut que je le déclare au niveau des dépendances ici comme provider. Ok. Donc avec cette façon de faire maintenant, je peux dire plus tard ici que ma valeur par défaut, au lieu de faire directement ça, je peux faire ceci. Le parti où j'utilisais la valeur par défaut, j'aurais pu faire ceci. Liste, comme ça. On va tester. Hein. J'ai une erreur ici parce qu'il ne voit plus le produit. Oui, je pense que toutes les parties qui se basaient sur ça. Ok, j'ai d'abord injecté le service ici. Je dois faire product service.list, ça me retourne bien l'élément. Ok, pourquoi j'ai un problème ici au niveau de mon template? Il me dit. Ok, cool. Heureusement que tu as vu ça. Where is it? Ok. J'ai une erreur ici. Je pense que ouais, toutes les parties où j'utilisais le this.default, ok. Donc je dois faire ceci. On va m'écrire dessus, quoi. Je vais lui donner. Il dit is not assignable to. Ouais, je pense qu'il y a un souci ici. Je vais juste regarder là. Return. Ok, Asri dans ok. Donc ça reste, ça reste toujours un signal en fait, c'est pas. Si c'est un getter, en fait, vu que nous appelons le getter, ça nous donne d'abord accès à la propriété qui est un signal et on appelle ceci dessus quoi, pour que ça nous donne la vraie valeur. En fait, mais l'idée de ce que je voulais dire, ouais, je crois qu'il y a des problèmes de typage un peu partout. Mais l'idée, attends, ouais, je vais faire juste 10 points. Il me traque un peu partout pour le typage. Là, c'est bon, ça me retourne une. Ouais, je crois qu'il y a un souci. Bon, je vais changer ça. Je vais changer ça ici. Mais l'idée de ce que je voulais dire, c'est que j'ai un problème de typage. Okay. Je reprends calmement. Signal. Donc ici, ça me retourne un signal. Ok. Donc si je viens ici, par exemple, j'injecte d'abord la valeur. Je récupère la valeur du signal. Je l'affecte dans la valeur par défaut. Donc il voit bien que la valeur par défaut est bonne ici. Ok. Ici, je devais affecter la valeur par défaut également ici. C'est ce qu'on a eu à faire tout à l'heure. Ok, là c'est bon. Du coup, la valeur, maintenant, un writable signal. Ok. Ici, je comprends pas pourquoi j'ai le problème ici. Il dit quoi? Ok. Ok, donc du coup, on va y passer. On va tricher un peu pour voir ce que ça va donner. Là, il y a une dernière chose tout en bas ici. Ok, supposons que je mette ça en commentaire.
Ouais, il y a tout qui, tout qui casse, quoi. Ok, je vais faire ceci. Ah ouais, cela, c'est juste le truc là qui est en commun. Ok. Il y a quelque chose qui casse encore plus haut. Quelque part ici. Non. Je vois encore un truc rouge quelque part ici. Oui. Ouais, il y a tout qui casse. Je vais voir ce qu'il me dit ici. Ouais, je vais lui dire any. Juste pour bypasser le... Ok, donc du coup, on voit ici que tout refonctionne normalement. Juste qu'il va falloir réadapter les différents appels, vu que actuellement, le signal... Donc je reprends l'exemple que je voulais donner. En fait, ici, on a créé un signal qu'on manipule ici. D'accord? Donc de cette façon de faire, c'est que nous pouvons... Ce que nous devons faire, c'est de créer maintenant des méthodes ici qui permettent de modifier le signal depuis l'extérieur, mais sans toucher au vrai signal. Donc je peux faire ici remove product par exemple ici. Donc on va passer un ID ici et faire l'implémentation que nous avons fait au niveau du composant. Donc on va déléguer tout cela à ce service. Et du coup, cette façon de faire, ça permet d'isoler l'état et de mettre l'état dans un service. Et le service sera appelé, c'est lui qui va manipuler maintenant le signal ici à l'intérieur. Et à la fin, les personnes qui veulent écouter les valeurs, les changements de valeur vont juste se brancher sur ce signal. Et ce pattern permet d'éviter de toucher directement le signal ou de manipuler directement ce signal depuis l'extérieur. Un peu comme ce qu'on fait au niveau des subjects avec le AC Observable. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette partie où là, je me rappelle plus qui a posé la question par rapport au service. Je pense que c'est Ndaraso qui a posé la question. Donc c'est de cette façon qu'on peut le faire, quoi. Isoler l'état du composant, le mettant dans un service. Ok, cool. Oui, il y a Loïc qui a levé la main. Une question. Mhm, mhm. Vous pouvez reprendre dans notre cas, par exemple, là, oui, supposons que nous sommes en push au niveau de ces composants, vous voulez dire, c'est ça? Ensuite. Ok, donc du coup, on va faire l'exemple, mais avant de faire ça, je pense qu'on peut... J'avais dit que ça marche normalement. Euh, oui, en fait, ça marche, en fait, parce que j'ai lu récemment que tout marche avec le onChange, le onPush plutôt. Je peux mettre ici... euh, vous pouvez répondre, j'avais l'idée ailleurs, oui. Non, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit, en fait, j'ai pas... Mhm. Oui. Mhm. 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 Oui, 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 c'est ça. Ok. Donc du coup, je vais ramener le code qu'on avait avant l'utilisation des services et puis je vais pousser ça pour des personnes qui aimeraient potentiellement travailler avec... oui, Ndaraso, je vais essayer de pousser le code pendant qu'on... Ok. Ah, ici, dans la version 17, oui, les dépendances. Ok, je vérifie, parce que je sais pas s'ils l'ont dit enlevé, mais je sais que de la version 17.2, ils ont dit qu'ils vont mettre enlever complètement. Il y a toujours ça. Ok, on vérifie.
Oui, ça va toujours marcher. En fait, là, même on l'importe pas, je suis pas sûr. Dans le Angular JSON qu'il importe quelque part. Oui. De ce que j'ai lu, dans les dernières informations que j'ai lues, actuellement, le Angular n'est pas totalement, c'est pas possible d'enlever totalement le zone JS, mais il y a des travaux pour que ça soit enlevé ou qu'on dépende seulement des inputs qui sont seulement, qui fonctionnent seulement avec les signaux. Donc du coup, pour la partie zone JS, c'est un peu, disons, c'est une zone grise un peu pour moi, pour le moment. Mais je sais qu'avec l'état actuel des choses, c'est que même si tu es en mode on push, que si tu fais des modifications localement dans ton composant, tout va fonctionner normalement. Oui, Daraso, t'as encore levé la main, je pense, ou c'était une erreur. Ok. Mhm. Ok. En fait, perso, j'ai pas encore creusé cette partie. Perso, je l'ai pas encore creusé quoi. Pour les tests avec les signaux. Je sais pas comment ça se passe exactement quoi. Donc, j'ai pas creusé les tests avec eux. Ouais. Mais je vois ce que tu dis parce que vu que c'est des valeurs qui sont privées ou internes aux composants, parce que ce qu'on faisait, c'est de tester en utilisant les inputs ou les outputs, c'est-à-dire tester l'interface publique. Mais vu que maintenant, tout est en interne, donc du coup, je comprends la question. Elle est légitime. Quoi. Ok, donc du coup, je pense que s'il y a plus de questions, je vais laisser la main à Pritrech et puis moi, je vais pousser le code. Ok, à bientôt. Un dernier mot de fin, Pritesh, de ma part. Du coup, en fait, en discutant avec Pritesh, en fait, j'avais remarqué personnellement qu'il n'y avait pas assez d'événements autour d'Angular. Donc, ce que je vais essayer de faire à l'avenir, c'est qu'on va essayer d'organiser des événements plus comme ça, de GDG Paris sur Angular. Donc, du coup, si vous vous intéressez à Angular, ne vous inquiétez pas, il y aura d'ici l'année prochaine deux événements comme ça très intéressants encore pour partager sur les nouvelles fonctionnalités qui sont encore sorties dans Angular et tout. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter à la communauté et puis à être informé des différents événements qu'il y aura, comme Pritesh l'a dit. Donc voilà, merci à vous. Et puis si vous pouvez, si vous le souhaitez, activer votre caméra pour faire un petit coucou pour ceux qui le souhaitent bien. Je sais pas, je sais que c'est pas tout le monde qui. euh, ok, ok, cool. Oui, 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 on voit parfaitement ton écran. Ok, cool. Et puis merci à vous, hein, merci à tout le monde pour sa présence. Ça fait plaisir. Ok. Donc on se retrouve au DevFest, hein. Moi je serai là quoi. Ok, bonne soirée à vous. Salut. Bonne soirée. Au revoir.